Bienvenue sur Selfa le Growth Mindset. Aujourd'hui, le continent écrit une nouvelle page de son histoire. Au Sénégal, une base militaire française a été définitivement libérée. Une page coloniale se ferme, une souveraineté retrouvée s'affirme. Pendant ce temps, en Europe, les puissances de l'OTAN menacent l'Inde de sanctions pour ses échanges avec la Russie. Mais font toujours elles-mêmes du commerce avec Moscou. L'Afrique, alliée stratégique de la Russie, est-elle la prochaine cible ? Et pendant que les grandes puissances s'agitent, l'Angola creuse dans le sol et trouve un trésor, un gisement de gaz qui pourrait transformer toute la région. 3 événements, une même leçon. L'Afrique bouge. Et ceux qui l'ignoraient devront désormais compter avec sa souveraineté, ses choix stratégiques et sa richesse. Aujourd'hui, nous ouvrons avec un événement historique, la restitution officielle de la base militaire française d'Ouakam au Sénégal. Cette emprise territoriale, vestige de la présence coloniale, abritait des forces étrangères depuis plus de 6 décennies. Mais la donne a changé. Le président Bassirou Diomaye Faye en personne, accompagné du ministre des Forces armées, a inspecté les installations. Non pas pour négocier, mais pour acter la reconquête de ce pan stratégique de la souveraineté nationale. Ce retrait français s'inscrit dans une dynamique continentale. Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger et récemment le Gabon, le Sénégal rejoint le mouvement des nations reprenant le contrôle de leurs infrastructures militaires. Ce retrait marque un tournant. Il confirme que l'ère des bases militaires étrangères en Afrique touche à sa fin. Le but de l'exercice était plutôt pour avoir une idée de l'affectation à venir en ayant une correcte appréciation du potentiel des emprises qui sont libérées, tenant compte évidemment des besoins de relocalisation des forces de défense et de sécurité dans leurs différents segments, mais tenant compte aussi de l'orientation de notre politique de développement. Il faut retenir que ces bases-là ont été tenues pour certaines depuis plus d'1 siècle. Et pendant tout ce temps-là, malgré la congestion des forces de défense et de sécurité dans les différents sites, nous nous en sommes passés malgré nous. Maintenant que le Sénégal affirme fièrement sa souveraineté sur l'intégralité du territoire national, nous entendons en faire le meilleur usage qui correspond à l'orientation retenue dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. La question qui se pose maintenant est, quels pays suivront cet exemple ? La Côte d'Ivoire, où la France maintient encore son quartier général régional. Le Tchad, dernière plateforme des opérations françaises au Sahel ? Le cas sénégalais prouve une vérité fondamentale, lorsque les dirigeants africains ont la volonté politique d'agir, les changements deviennent possibles. Reste à savoir si cette dynamique de libération militaire s'accompagnera d'une véritable émancipation économique et diplomatique. Première leçon, la souveraineté ne se négocie pas, elle s'impose. Ce qui s'est joué à Ouakam démontre qu'aucune puissance étrangère ne cède spontanément ses privilèges. Le départ des troupes françaises résulte d'une volonté politique claire, portée par un leadership déterminé et soutenu par le peuple sénégalais. Deuxième leçon, reprendre possession n'est que la première étape. L'enjeu désormais est de réaffecter ces infrastructures au service d'une véritable défense nationale. Cela implique de former des cadres militaires sénégalais, de redéfinir une doctrine de sécurité alignée sur les intérêts nationaux, et de garantir que ces lieux symboliques deviennent des piliers de l'indépendance plutôt que des relais d'influence étrangère. Une déclaration a provoqué des ondes de choc. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a suggéré que l'Inde pourrait faire face à des sanctions si elle continue ses échanges commerciaux avec la Russie. L'OTAN vient d'émettre une menace voilée à l'encontre de l'Inde, suggérant des sanctions potentielles si le pays maintient ses relations commerciales avec la Russie. Une menace à peine voilée. Une tentative de plus pour isoler Moscou en utilisant la pression économique sur ses alliés. Mais l'Inde n'a pas cédé. Elle assume. Elle dit, nous défendons nos intérêts.
If you were the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, will be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition. Cette déclaration du secrétaire général Jens Stoltenberg n'est pas anodine. Elle établit un précédent dangereux qui pourrait directement concerner les nations africaines, particulièrement celles de l'Alliance des États du Sahel. Mais cette menace contre l'Inde révèle une hypocrisie évidente. L'Union européenne continue elle-même de commercer massivement avec la Russie. Meanwhile, Europe has sadly spent more money buying Russian oil and gas than they have spent on defending Ukraine, by far. Think of that. We verified this accusation against the latest available data. Russian fossil fuels are still entering the European market despite the European Union sanctioning Russian energy products in response to the war in Ukraine. This is the estimated value of Russian oil, coal and gas imported by the EU's 27 countries since the start of the invasion, 205 billion euros. We compared this with the financial support the EU has provided Ukraine over the same period. According to the European Commission, it stands at around 133 billion euros. En 2022, plus de 140 milliards d'euros ont été versés à Moscou pour du gaz, pétrole et charbon. En 2023, malgré les discours de fermeté, l'UE a encore importé pour plus de 60 milliards d'euros d'hydrocarbures russes. Le GNL russe, en particulier, a vu ses volumes augmenter en Espagne, en Belgique et en France. Pendant que Bruxelles menace l'Inde, et demain l'Afrique, elle entretient ses propres intérêts énergétiques avec la Russie, contournant parfois ses propres sanctions via des partenaires tiers. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont clairement opté pour un repositionnement stratégique. Après avoir rompu les liens militaires avec la France, ces pays ont développé des partenariats avec la Russie, couvrant divers domaines, assistance sécuritaire, coopération énergétique et échanges commerciaux. Nos pays entretiennent des relations amicales depuis de nombreuses années. Nous avons établi des relations diplomatiques il y a 65 ans et nous avons continué à coopérer depuis lors. Il existe des domaines prometteurs pour une coopération future, l'exploration géologique, le développement des ressources naturelles, l'énergie et la logistique, et bien sûr les domaines humanitaires également. Ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, les Mali a pris. Cette évolution pose une question cruciale, dans un contexte où l'Occident utilise les sanctions comme instrument de pression politique, jusqu'où ira-t-il contre les pays africains qui choisissent des alliances alternatives? L'histoire récente nous montre que les mécanismes de sanctions sont rarement neutres. Ils servent souvent à maintenir une influence sur les anciennes zones de domination. Quand un pays comme l'Inde, pourtant puissance nucléaire et économique majeure, se voit menacé de rétorsion, qu'adviendra-t-il des États africains moins influents? Le cas indien nous alerte. Si New Delhi, avec tout son poids géopolitique, doit composer avec ces menaces, l'Afrique ne peut se permettre d'être naïve. Les sanctions ne sont pas qu'un instrument de politique étrangère. Elles représentent une forme contemporaine de domination qui vise à limiter la souveraineté des nations. La question qui se pose maintenant est la suivante: comment le continent peut-il se prémunir contre ces nouvelles formes de coercition économique tout en préservant son droit à des alliances mutuellement bénéfiques? La réponse pourrait bien déterminer l'avenir de l'indépendance africaine au XXIe siècle. Le véritable enjeu dépasse la question des sanctions. Il s'agit de construire une capacité continentale à définir ses propres règles d'engagement dans les relations internationales. Le piège serait de remplacer une dépendance par une autre, au lieu d'affirmer une véritable autonomie stratégique. La voie est étroite mais nécessaire: développer des partenariats mutuellement bénéfiques, sans alignement automatique, en maintenant la capacité de résister aux pressions extérieures. C'est à cette condition que l'Afrique pourra transformer les menaces actuelles en opportunités de réelle émancipation. Leçon 1. L'impératif de lucidité géopolitique.
L'Afrique se trouve à un carrefour historique. Les récentes menaces de sanctions contre l'Inde révèlent une vérité crue, les outils de coercition économique sont devenus les nouvelles armes de domination. Les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, expérimentent déjà cette réalité. Leur choix de diversification stratégique les expose inévitablement à des représailles. Ces pressions prennent plusieurs formes concrètes. Le blocage systématique des canaux financiers internationaux. La restriction d'accès aux marchés occidentaux. La marginalisation dans les instances décisionnelles mondiales. Les campagnes médiatiques visant à discréditer les choix souverains. Cette réalité ne doit pas conduire au renoncement, mais à une meilleure préparation. L'histoire nous enseigne qu'aucune indépendance ne s'est obtenue sans affronter les résistances des puissances établies. Leçon 2, la maîtrise stratégique des alliances. La réponse africaine ne doit être ni dans la soumission aveugle, ni dans le rejet systématique. L'exemple indien montre la voie d'un pragmatisme souverain. New Delhi commerce avec Moscou tout en maintenant des relations avec l'Occident, affirmant ainsi son droit à une politique étrangère indépendante. Pour l'Afrique, et particulièrement pour l'AES, plusieurs principes doivent guider l'action. 1. La diversification des partenariats doit rester une priorité absolue. 2. Les accords doivent être évalués à l'aune des intérêts nationaux exclusifs. 3. La solidarité sud-sud doit se concrétiser par des mécanismes concrets. Aux systèmes de paiement alternatifs. Aux corridors commerciaux protégés. Aux coopérations technologiques autonomes. L'Angola découvre un trésor, une nouvelle ère énergétique dans le bassin du Congo. Une nouvelle majeure vient de tomber, l'Angola, l'un des pays les plus riches en pétrole d'Afrique, vient de réaliser une découverte gazière historique dans le bassin du Congo inférieur. Cette information pourrait bien changer l'équilibre énergétique régional. Il s'agit d'un gisement de gaz naturel d'importance stratégique, situé au large des côtes angolaises, et qui pourrait positionner l'Angola comme une future puissance gazière, au-delà du pétrole qu'il exporte déjà massivement. Mais cette nouvelle ne concerne pas seulement l'Angola. Elle soulève une question pour toute l'Afrique: sommes-nous prêts à transformer nos ressources en leviers de puissance ou allons-nous encore les céder aux puissances étrangères pour quelques miettes? Cette découverte place le pays devant un choix civilisationnel: reproduire les erreurs du passé ou inventer un nouveau modèle de développement. Les deux dimensions stratégiques de cette découverte. 1. Un potentiel transformateur. Réserves estimées à plusieurs billions de pieds cubes. Position géostratégique au carrefour de l'Afrique centrale et australe. Opportunité de créer un hub énergétique régional. 2. Le piège historique. L'Afrique représente 8% des réserves mondiales de gaz mais ne consomme que 3% de la production globale. Ce décalage révèle une dépendance structurelle. Exportation brute vers l'Europe et l'Asie. Infrastructure de transformation quasi inexistante. Contrat léonin favorisant les multinationales. L'Angola a aujourd'hui l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre, celui où les ressources africaines servent d'abord les populations africaines. La balle est dans le camp des dirigeants angolais. L'histoire jugera s'ils ont su transformer leur bleu en progrès tangible pour leur peuple. À quand la parution des djihadistes aux frontières de l'Angola? Leçon 1. La malédiction des ressources n'est pas une fatalité. Le cas angolais démontre que le véritable enjeu n'est pas la découverte mais son exploitation. 3 conditions s'imposent. Maîtrise technologique, former une génération d'ingénieurs et de techniciens locaux. Transparence radicale, publier intégralement les contrats d'exploitation. Intégration industrielle, construire des unités de traitement et de valorisation sur place. Le modèle norvégien, où l'État conserve 80% des revenus pétroliers via des taxes et une participation directe, montre qu'une autre voie est possible. Leçon 2, l'urgence d'une solidarité énergétique africaine. Alors que 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité, ce gisement pourrait alimenter un réseau électrique régional. Soutenir l'industrialisation de la RDC voisine. Financer des énergies renouvelables complémentaires. Les écueils à éviter. La course aux investissements à l'étranger sans contrepartie. La corruption des élites locales. Le sacrifice des communautés locales et de l'environnement. Perspective régionale. Ce gisement s'inscrit dans une dynamique plus large. Les découvertes au Mozambique. Le potentiel offshore de la Namibie.
Les réserves de la Mauritanie. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas de simples faits d'actualité. Ce sont des signaux forts. Le vent tourne. Des pays africains reprennent leur souveraineté militaire. Des partenaires stratégiques du Sud global refusent de céder aux injonctions. Et l'Afrique découvre, dans ses entrailles, des ressources capables de changer son destin. Mais rien n'est garanti. Ces opportunités peuvent être des tremplins ou des pièges. Tout dépendra de notre lucidité collective, de notre capacité à choisir nos alliances, à transformer nos ressources, à protéger nos intérêts. Le monde se redessine. Et l'Afrique doit tenir le crayon. Abonne-toi à Selfa le Growth Mindset, partage cette vidéo si tu crois au réveil stratégique du continent, et surtout, reste debout. Reste lucide. Reste libre. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.